Tu te réveilles ce matin, les yeux lourds. Le plafond est là, comme chaque jour. Et quelque part au fond de toi, une voix chuchote. Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Peut-être que tu travailles dans un boulot qui t'étouffe. Peut-être que tu regardes les autres avancer et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Peut-être que tu as essayé plusieurs fois. Et à chaque fois, tu t'es effondré. Alors tu t'es dit que la motivation, c'est pour les autres. Que la réussite, c'est pour ceux qui ont de la chance. Que toi, tu n'es pas fait pour ça. Arrête tout de suite. Parce que ce que tu apprêtes à entendre dans cette vidéo va peut-être bousculer tout ce que tu crois savoir sur toi-même, sur le succès, sur la vie. Et si tu restes jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, quelque chose va changer en toi. Pas parce que j'y aurai des formules magiques, pas parce que j'y aurai une recette miracle, mais parce que la vérité, quand elle rencontre ton cœur au bon moment, elle peut tout faire bouger. Alors installe-toi, respire et écoute. L'enfant que tu étais, tu avais des rêves. Je le sais. À un moment de ta vie, peut-être quand tu étais enfant, peut-être à l'adolescence, tu avais cette flamme, cette conviction profonde que tu allais faire quelque chose de grand, que ta vie aurait du sens, que tu laisserais une trace. Tu te souviens de cet enfant que tu étais? Celui qui n'avait pas peur d'imaginer. Celui qui construisait des châteaux dans les nuages, qui pensait qu'il pouvait devenir astronaute, footballeur, médecin, artiste, explorateur. Tout à la fois. Et puis la vie a parlé. Les adultes ont parlé. Et l'école a parlé. La société a parlé. Sois réaliste. Ce n'est pas un vrai métier. Tu vas souffrir si tu vises trop haut. Fais quelque chose de sûr. Ne prends pas de risques. Et petit à petit, tu as rangé tes rêves. Tu as mis de côté cette version lumineuse de toi-même. Tu as appris à te faire petit, à ne pas trop espérer, à survivre plutôt qu'à vivre. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite. Cet enfant qui rêvait, il est encore là. Il attend. Il n'est pas mort. Il est juste en veille. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'était l'alarme qui sonne pour le réveiller. Le poids des étiquettes. Combien d'étiquettes portes-tu sur le dos? Combien de fois on t'a dit « tu es comme ça » et tu l'as cru? Tu es lent. Tu es difficile. Tu n'es pas doué pour les maths. Tu n'es pas sociable. Tu es trop sensible. Tu es trop impulsif. Ces mots, prononcés par un professeur, un parent, un ami, un collègue, ils incrustent. Ils deviennent des croyances. Et ces croyances deviennent des prisons. La neurologie moderne nous l'a prouvé. Le cerveau humain est extraordinairement malléable. Ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est cette capacité incroyable du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, à changer ses habitudes, à dépasser ses limites passées. Tu n'es pas tes habitudes, tu n'es pas tes échecs passés, tu n'es pas les mots que les autres ont prononcés sur toi. Tu es bien plus que ça. Voici la première grande leçon. L'identité n'est pas un destin, c'est un choix quotidien. Mais il y a quelque chose de difficile à entendre. Et je dois te le dire maintenant. Parce que si tu continues sur ta lancée sans l'entendre, rien ne changera. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre. Elles attendent le bon moment. Elles attendent d'y avoir plus d'argent. Elles attendent que les circonstances changent. Elles attendent que quelqu'un leur donne la permission d'être heureux. Et pendant qu'elles attendent, la vie, elle, n'attend pas. Chaque matin qui passe sans décision est une journée de moins dans ton existence. Chaque rêve remis à demain est une petite mort de l'intérieur. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que la croissance, tu creuses un peu plus l'écart entre qui tu es et qui tu pourrais être. Ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour t'éveiller. La motivation n'est pas ce que tu crois. On t'a vendu un mensonge, un gros mensonge. Ce mensonge, c'est ça. Pour réussir, il faut être motivé. Et tu l'as cru. Alors tu attends d'être motivé. Tu regardes des vidéos comme celle-ci pour te donner un coup de boost. Et pendant 48 heures, tu es en feu. Tu es invincible. Et puis ça retombe. Et tu te demandes ce qui va pas chez toi. Mais voilà la vraie vérité. La motivation ne précède pas l'action. Elle la suit. Répète ça avec moi. La motivation ne précède pas l'action. Elle la suit. Tu n'attends pas d'avoir envie de faire du sport pour te mettre à courir. Tu te mets à courir. Et après quelques minutes, l'envie arrive. Tu n'attends pas d'avoir envie d'écrire pour ouvrir ton ordinateur. Tu l'ouvres, tu poses tes doigts sur le clavier et les mots viennent. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que toi. Elles ont juste compris un secret fondamental. L'action crée la motivation, pass l'inverse. Il y a un mot que les gens motivés
aime moins que la motivation. Ce mot, c'est être discipline. La motivation, c'est sexy. C'est émotionnel. C'est est une flamme qui brille fort et qui s'éteigne vite. La discipline, elle, c'est est différent. C'est est robuste. C'est est solide. C'est est aller courir même sous la pluie parce que tu t'es engagé envers toi-même. C'est est écrire ta page quotidienne même quand tu n'as rien à dire. C'est est te lever tôt même quand le lit est douillet et que la nuit a été courte. Le philosophe Épictète, il y a 2000 ans, disait déjà « L'endurance est la base de toute vertu ». Ceci n'est pas nouveau, mais on elle a oublié. Parce que notre époque préfère les raccourcis, les hacks, les formules en 7 étapes. La vraie croissance est lente. Elle est progressive. Elle est invisible pendant des semaines, des mois. Et puis un jour, tu te retournes et tu réalises que tu as parcouru une distance incroyable. C'est ce qu'on appelle l'effet composé. Chaque petit effort quotidien se cumule, comme des intérêts bancaires. Au début, ça semble dérisoire, mais avec le temps, les résultats deviennent exponentiels. Les 5 ennemis de ta croissance. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi tu stagnes, il faut regarder tes ennemis en face. Pas ceux qui sont dehors, ceux qui sont en toi. Ennemi N1, la procrastination. Elle ne vient pas de la paresse, elle vient de la peur. La peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc tu remets, tu attends, tu diffères, et pendant ce temps, ta vie passe. Ennemi N2, la comparaison. Tu passes ta journée à regarder les autres, ce qu'ils ont, ce qu'ils font, où ils en sont, et tu mesures ta valeur à l'aune de leur réussite. Mais tu compares ton intérieur avec leur extérieur. Tu ne vois pas leurs doutes, leurs nuits sans sommeil, leurs échecs cachés. Ennemi N3, le perfectionnisme. Je le ferai quand ce sera parfait. Combien de projets, de livres, d'entreprises, de relations sont morts avant de naître à cause de cette phrase. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est une forme sophistiquée de procrastination. Ennemi N4, L. Entourage toxique. Il y a des gens dans ta vie qui te tirent vers le bas, pas nécessairement par méchanceté, parfois par peur de te voir partir, par insécurité face à ton évolution. Mais leur énergie négative te coûte cher. Ennemi N5, les écrans et la dispersion. Combien de temps? Tu passes chaque jour sur ton téléphone? En moyenne, plus de 4 heures. 4 heures. En un an, ça fait plus de 60 jours entiers. 60 jours que tu aurais pu consacrer à construire ta vie, à apprendre, à créer, à progresser. James Clear, dans son livre Atomic Habits, a révolutionné notre compréhension du changement. Et son message central est d'une simplicité déchirante. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. Tes objectifs sont les destinations que tu veux atteindre. Mais tes habitudes sont les routes que tu empruntes chaque jour. Et si tes routes te mènent dans la mauvaise direction, peu importe la clarté de ta destination, tu n'y arriveras jamais. Alors la question n'est pas « qu'est-ce que je veux accomplir ?» La question est « qui est-ce que je veux devenir ?» Et plus encore, quelles habitudes une telle personne a-t-elle? Si tu veux devenir quelqu'un de fit et en bonne santé, demande-toi, est-ce qu'une personne saine mange ce que tu manges ce soir? Est-ce qu'elle dort comme tu dors? Est-ce qu'elle bouge autant que toi? Si tu veux devenir un entrepreneur prospère, demande-toi, est-ce que les entrepreneurs qui réussissent passent 4 heures par jour à scroller les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils lisent autant ou aussi peu que toi? La bonne nouvelle, c'est que les habitudes s'apprennent. Et même les mauvaises habitudes peuvent se transformer, pas en les effaçant, mais en les remplaçant. La règle des 2 minutes. Tu veux créer une nouvelle habitude. Commence par la rendre tellement petite qu'il soit impossible d'échouer. La règle des 2 minutes dit ceci. Si une action prend moins de 2 minutes, fais-la maintenant. Et pour créer une nouvelle habitude, commence par une version de 2 minutes. Tu veux méditer? Commence par 2 minutes. Juste 2 minutes. Assieds-toi, ferme les yeux, respire. C'est tout. Tu veux écrire un livre? Commence par écrire une phrase par jour. Juste une. Tu veux faire du sport? Commence par mettre tes chaussures de running. Juste ça. Et souvent, tu réaliseras que tu es sorti courir. L'objectif N n'est pas de faire 2 minutes. L'objectif est de créer l'identité de quelqu'un qui fait, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui court. Et chaque petite action est un vote pour cette identité, le matin comme rituel de puissance. Examinons la vie des personnes les plus accomplies de ce monde. Tim Cook, PDG d'Apple.
se lève à 3h45. Oprah Winfrey médite chaque matin. Michelle Obama s'entraîne à 4h30. Est-ce qu'il y a un horaire magique? Non, mais il y a un principe fondamental. Ceux qui réussissent choisissent de commencer leur journée intentionnellement, pas réactivement. La plupart des gens se réveillent et plongent immédiatement dans leur téléphone, email, réseaux sociaux, actualité. En 5 minutes, leur cerveau est déjà en mode réactif. Il répond au monde extérieur au lieu de créer son propre monde. Imagine une matinée différente. Tu te lèves 30 minutes plus tôt. Tu bois un grand verre d'eau. Tu fais 5 minutes d'étirement. Tu lis 10 pages d'un livre qui te nourrit. Tu médites 5 minutes. Tu écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 30 minutes. C'est tout ce qu'il faut. Et tu attaqueras la journée dans un état complètement différent. Non plus en mode survie, mais en mode création. Le corps comme premier outil. Tout le monde parle de mental. Tout le monde parle d'état d'esprit. Mais personne ne te dit la vérité la plus basique, la plus fondamentale. Ton cerveau est dans ton corps. Ce que tu manges, ça affecte tes pensées. Comment tu dors, ça affecte tes décisions. Bouger ton corps, ça libère des neurotransmetteurs qui changent ton humeur, ta concentration, ta créativité. Une étude de Harvard a montré que 30 minutes d'exercice cardio par jour est aussi efficace qu'un antidépresseur pour traiter la dépression légère à modérée. 30 minutes, c'est pas 1 heure, pas 2 heures. 30 minutes de marche rapide, de vélo, de natation. Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, explique que la lumière du soleil dès le matin synchronise ton horloge biologique, booste ta sérotonine et améliore la qualité de ton sommeil le soir. Tu veux être plus motivé, plus concentré, plus créatif, plus résilient? Commence par prendre soin de ta machine. Ton corps N est pas séparé de ton esprit. Il en est le support physique. Pourquoi tu dois avoir une vision claire? Il y a une expérience fascinante qui a été menée sur des nageurs. On a demandé à 2 groupes de traverser le détroit de Catalina, une distance de 35 km en mer ouverte. Le premier groupe savait exactement jusqu'où il nageait. Ils avaient une carte. Ils voyaient le point D arriver. Résultat, quasi tous sont arrivés. Le second groupe nageait dans le brouillard. Ils ne voyaient pas la destination. Résultat, beaucoup ont abandonné. Parfois à quelques centaines de mètres du but. Ce n'est pas la douleur physique qui fait abandonner. C'est l'absence de vision. Dans ta vie, as-tu une vision claire? Pas juste un vague souhait. Je veux être heureux. Je veux gagner plus d'argent. Mais une vision précise, vivante, vibrante de la vie que tu veux construire. La vision est comme une boussole intérieure. Quand tu la perds, tu tournes en rond. Quand tu l'as, chaque décision devient plus simple. Est-ce que ça m'approche de ma vision? Oui, je le fais. Non, je le laisse. Construire ta vision en 3 étapes. Le bilan honnête. Prends une feuille blanche. Divise-la en 8 zones. Santé, finances, relations amoureuses, famille, amis, travail, spiritualité, loisirs. Pour chaque zone, note sur 10 ton niveau de satisfaction actuel. Puis demande-toi, où est-ce que je veux être dans 5 ans dans chaque zone? La lettre du futur. Écris une lettre de toi-même dans 5 ans à toi aujourd'hui. Décris en détail ta vie telle qu'elle sera. Où tu habites. Ce que tu fais. Comment tu te sens. Ou avec qui tu passes ton temps. Sois précis. Sois concret. Écris au présent. Comme si c'était déjà réel. Les jalons. Travaille à rebours. Si dans 5 ans tu veux telle vie, qu'est-ce qui doit être vrai dans 3 ans? Dans 1 an? Dans 6 mois? Dans 1 mois? Dans 1 semaine? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour faire un pas vers cette vision? Ce travail de vision, beaucoup le sautent. Ils trouvent ça trop flou. Mais les recherches sur la fixation des objectifs sont claires. Les personnes qui écrivent leurs objectifs ont significativement plus de chances de les atteindre. Trouver ton ikigai. Les Japonais ont un concept magnifique, l'ikigai. Ça se traduit par la raison d'être, la raison de se lever le matin. L'ikigai se trouve à l'intersection de 4 cercles. Ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut te payer. Quand tu travailles dans ce que tu aimes, mais qui ne répond pas à un besoin du monde, tu vis dans la passion mais dans la pauvreté. Quand tu es bon dans quelque chose mais que tu ne l'aimes pas, tu réussis superficiellement, mais tu vis dans le vide. Et l'ikigai, c'est quand les 4 cercles se rencontrent. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu n'as plus jamais l'impression de travailler. Tu
Tu crées, tu contribues, et ta vie a du sens. La recherche de ton Ikigai N n'est pas un processus rapide. C'est un voyage. Et c'est un des plus beaux voyages que tu puisses entreprendre. Vivre avec intention. Il y a deux façons de traverser la vie. La première, c'est vivre par défaut. Tu fais ce qu'on attend de toi. Tu suis le chemin tout tracé. École, travail, mariage, maison, retraite, mort. Tu rêves à l'intérieur des frontières qu'on t'a données. La seconde, c'est vivre avec intention. Tu te poses régulièrement la question. Est-ce que mes actions aujourd'hui sont alignées avec qui je veux être? Mes choix me rapprochent-ils de ma vision? Vivre avec intention ne signifie pas travailler 16 heures par jour. Ça signifie être conscient de tes choix, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, et s'assurer que ta vie actuelle est une brique vers la vie que tu veux. La vérité sur l'échec. On va parler des échecs. Vraiment parler d'échecs. Pas pour te dire que l'échec est beau et que tu vas adorer ça. Parce que l'échec fait mal, vraiment mal. Et prétendre le contraire serait te mentir. Mais voilà ce que j'y ai appris sur l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une partie du succès. Thomas Edison a échoué 0 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. J.K. Rowling a été refusé par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter soit publié. Walt Disney a été licencié d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Ce n'est pas que ces personnes n'ont pas échoué. C'est qu'ils ont défini l'échec différemment. Pour eux, l'échec n'était pas une conclusion. C'était une information, une indication, une correction de trajectoire. La seule façon de ne jamais échouer, c'est de ne jamais essayer. Et n'essayez jamais, c'est le plus grand échec qui soit. Développer une mentalité de croissance. Carol Dweck, psychologue à Stanford, a fait des recherches révolutionnaires sur ce qu'elle appelle le mindset. Elle a identifié deux types de personnes. Les personnes avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités sont figées, que tu es intelligent ou tu ne l'es pas. Donc, quand elles échouent, elles interprètent ça comme une preuve de leur limitation. Les personnes avec un état d'esprit de croissance croient que les capacités se développent, qu'être mauvais dans quelque chose aujourd'hui ne dit rien de ce qu'on peut être demain si on travaille. Et la bonne nouvelle, c'est que l'état d'esprit de croissance peut s'apprendre. Il se cultive, il se renforce, et il change absolument tout dans la façon dont tu traverses la vie. La prochaine fois que tu échoues, pose-toi cette question. Que est-ce que cette expérience apprend sur ce que je dois améliorer? Pas pourquoi ça m'arrive à moi, pas je suis nul, mais qu'est-ce que j'y apprends? Les trois réponses à l'adversité. Face à l'adversité, face aux épreuves, face aux coups durs, les êtres humains ont généralement trois réponses possibles. Réponse 1. La victimisation. C'est la faute des autres. C'est la faute du système. Je n'avais aucune chance. Cette réponse est confortable à court terme. Elle décharge la responsabilité, mais elle laisse complètement impuissant. Réponse 2. La résignation, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Telle est ma vie. Cette réponse a l'air de la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse. C'est la capitulation. Réponse 3. La responsabilisation. Je ne contrôle pas ce qui m'est arrivé, mais je contrôle comment j'y réponds. Je contrôle ce que je fais maintenant. Je contrôle qui je choisis d'être face à ça. Cette réponse est difficile. Elle demande du courage. Mais c'est la seule qui libère. Viktor Frankl, psychiatre juif autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit « On peut tout prendre à un homme sauf une chose. La dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Si Frankl pouvait trouver du sens dans les camps de la mort, qu'est-ce que cela dit de ta capacité à faire face à tes propres épreuves? La douleur comme carburant. Certaines des personnes les plus accomplies de l'histoire ont connu les souffrances les plus profondes. Oprah Winfrey a été abusée dans son enfance. Nick Vujicic est né sans bras ni jambes et est devenu, un des conférenciers les plus inspirants du monde. Malala Yousafzai a failli mourir assassinée par les talibans. Je ne glorifie pas la douleur. Mais je dis ceci, ta douleur peut être un carburant. Tes blessures peuvent être tes atouts les plus puissants, pas en les ignorant, pas en les niant, en les transformant. La question n'est pas « pourquoi moi ?» La question est « qu'est-ce que cette expérience me donne à transmettre au monde ?» Tu es la moyenne de tes 5 proches. Jim Rohn, un des plus grands philosophes du business du XXe siècle, avait une formule simple et dévastante.
Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Réfléchis à ça. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, comment pensent-elles? Comment parlent-elles de leurs rêves? Comment réagissent-elles à l'échec? Quel est leur rapport à l'argent, au travail, à la santé, à la croissance personnelle? Si tes 5 amis proches passent leurs soirées à se plaindre, à regarder la télé et à rire des gens qui essayent de changer, statistiquement, tu feras pareil. Pas parce que tu es mauvais, parce que l'environnement social est une force phénoménale. En revanche, si tu passes du temps avec des personnes curieuses, ambitieuses, bienveillantes, qui lisent, qui se remettent en question, qui construisent, tu commenceras à adopter leurs habitudes, leur mentalité, leur façon de voir le monde. Ce n'est pas une invitation à te débarrasser de tes amis actuels. C'est une invitation à élargir délibérément ton cercle. Aller là où se trouvent les personnes qui t'inspirent, le pouvoir des mentors. Il y a quelque chose que les personnes qui réussissent font presque toujours. Elles cherchent des mentors. Un mentor, est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Quelqu'un qui peut te montrer les raccourcis, t'éviter les pièges, te donner du feedback honnête, te challenger, te pousser plus loin que tu n'aurais été seul. Alexander le Grand a eu Aristote comme mentor. Warren Buffett a eu Benjamin Graham. Oprah Winfrey a eu Maya Angelou. Mark Zuckerberg a eu Steve Jobs. Derrière chaque grande réussite, il y a presque toujours un mentor. Si tu n'as pas accès à un mentor direct, tu en as des dizaines via les livres. Chaque grand livre est une conversation directe avec un génie. Quand tu lis Sénèque, tu discutes avec elle, un des plus grands philosophes de l'Antiquité. James Clear a une formule brillante. Le comportement est une fonction de la personne dans son environnement. Si tu veux changer ton comportement, change ton environnement. Tu veux manger plus sainement? Ne mets pas de junk food dans ton frigo. La force de volonté est limitée. Si la tentation n'est pas là, tu n'as même pas à résister. Tu veux lire plus? Mets un livre sur ta table de chevet, sur ton bureau. Rends le livre visible. Rends-il accès facile. Tu veux travailler sans distraction. Éteins les notifications. Range ton téléphone dans une autre pièce. Installe un bloqueur de sites sur ton navigateur. Quelle idée! C'est de rendre les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles. De concevoir délibérément ton environnement de façon à ce qu'il travaille pour toi, pas contre toi. Ta relation à l'argent. Parlons des argent. Beaucoup de personnes ont une relation profondément dysfonctionnelle avec l'argent. Et cette relation sabote leur capacité à en créer. Les croyances limitantes sur l'argent sont partout. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des salauds. Vouloir de l'argent, c'est être matérialiste. Je ne suis pas fait pour être riche. Ces croyances, tu les as peut-être absorbées dans ton enfance, dans ta culture, dans ta religion. Et elles agissent comme un plafond invisible qui t'empêche de monter. Voici une perspective différente. L'argent est un outil. Rien de plus, rien de moins. Il amplifie ce que tu es. Si tu es généreux, l'argent t'aide à l'être encore plus. Si tu es créatif, l'argent te donne les ressources pour créer davantage. La question n'est pas « Est-ce que je mérite de l'argent ?» La question est « Quelle valeur est-ce que je crée pour le monde ?» Car l'argent dans un système sain est une récompense de la valeur créée. Pensez comme un créateur. Il y a 2 façons fondamentales de se rapporter à la vie économique. Le consommateur reçoit ce qu'on lui offre. Il achète ce qu'on lui vend. Il choisit entre les options que le marché met devant lui. Sa liberté est limitée par ce que d'autres ont décidé pour lui. Le créateur produit quelque chose. Un produit, un service, une œuvre, une solution. Il résout un problème. Il répond à un besoin. Sa liberté est limitée seulement par son imagination et son travail. Internet a démocratisé la possibilité de créer. Aujourd'hui, avec un téléphone et une connexion Internet, tu peux créer du contenu que des millions verront. Tu peux vendre un cours en ligne, écrire un livre, lancer une boutique, créer une application. La barrière entre consommateur et créateur a jamais été aussi basse dans l'histoire humaine. La seule barrière qui reste, c'est dans ta tête, le travail profond comme super pouvoir. Cal Newport, professeur à Georgetown, a écrit un livre essentiel intitulé Deep Work. Sa thèse, dans un monde de distraction, la capacité à se concentrer profondément sur une tâche complexe est, une des rares compétences qui peuvent encore te donner un avantage concurrentiel massif. Le travail profond, c'est se concentrer sans distraction sur une tâche cognitivement exigeante pendant des
Bloc de temps prolongé. Pas checker ses mails toutes les 10 minutes. Pas switcher constamment entre 15 onglets. 1 heure de travail vraiment profond peut valoir 4 heures de travail superficiel. Et la plupart des gens ne font presque jamais de travail profond. Comment développer cette capacité? En commençant par de courtes sessions. 25 minutes de focus total. Méthode Pomodoro puis 5 minutes de pause. Puis augmenter progressivement jusqu'à des sessions de 90 minutes à 2 heures. Ce que tu peux accomplir en 2 heures de travail vraiment profond chaque jour pendant 1 an est absolument inimaginable. Feloste Sumnabandia. L'intelligence émotionnelle. Daniel Goleman, psychologue, a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle, LEQ, et ses recherches ont abouti à une conclusion surprenante. Dans la plupart des domaines de vie, LEQ compte plus que le QI. L'intelligence émotionnelle, ça c'est la capacité à reconnaître tes propres émotions et celles des autres, à comprendre comment elles influencent tes pensées et tes comportements, à les gérer de façon constructive. Les personnes avec un EQ élevé prennent de meilleures décisions, ont de meilleures relations, gèrent mieux le stress, communiquent plus efficacement. Et l'EQ, contrairement au QI, se développe tout au long de la vie. La méditation, entraîner le cerveau. La méditation N n'est pas une pratique ésotérique réservée aux moines tibétains. C'est une forme d'entraînement mental, un entraînement pour le cerveau, tout comme la salle de sport est un entraînement pour le corps. Des études de neuroimagerie ont montré que la méditation régulière réduit la taille de l'amygdale, le centre de la peur, augmente l'épaisseur du cortex préfrontal, responsable des décisions complexes, et améliore la connectivité entre différentes régions cérébrales. Des CEO de multinationales, des sportifs de haut niveau, des artistes, des militaires pratiquent la méditation. Pas parce que c'est à la mode, parce que ça fonctionne. Commencer à méditer est simple. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Inspire lentement, expire lentement. Quand ton esprit part en vadrouille, ramène-le doucement à la respiration. C'est tout. 5 à 10 minutes par jour peut transformer ta vie. Le journal comme outil de transformation. Marcus Aurelius est l'un des plus grands empereurs romains, écrivait chaque jour dans son journal intime. Ses écrits, connus sous le titre « Pensées pour moi-même », sont considérés comme l'un des textes de philosophie les plus profonds jamais écrits. Tenir un journal, c'est s'engager dans un dialogue avec soi-même. C'est externaliser ses pensées, pour les examiner de l'extérieur. C'est traiter ses émotions. C'est clarifier ses valeurs. C'est suivre son évolution. Chaque matin, pose-toi 3 questions simples. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Quelle est mon intention principale pour aujourd'hui? Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Et chaque soir, que ai-je accompli aujourd'hui? Que aurais-je pu faire différemment? Comment est-ce que je me suis senti? 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Sur 1 an, tu as une cartographie incroyable de ton évolution. La plus longue étude sur le bonheur. Il existe l'étude sur le bonheur la plus longue, jamais menée dans l'histoire de la science. Elle a débuté en 1938 à Harvard et se poursuit encore aujourd'hui. Plus de 80 ans de suivi d'environ 700 hommes observés tout au long de leur vie. La conclusion est à la fois simple et renversante. Ce qui garde les gens heureux et en bonne santé tout au long de la vie, c'est la qualité de leurs relations. Pas la richesse, pas la célébrité, pas le succès professionnel, pas l'intelligence, les relations. La connexion humaine authentique. Robert Waldinger, directeur de l'étude, elle a dit clairement « La solitude tue ». Ce n'est pas une métaphore. C'est aussi puissant que fumer ou l'alcoolisme. Les gens solitaires sont moins heureux. Leur santé décline plus tôt. Et ils vivent moins longtemps. Investir dans ces relations. Beaucoup de gens investissent massivement dans leur carrière. Ils travaillent 60 heures par semaine, lisant des livres de business, font des formations, et leurs relations passent après. Et un jour tu réalises que tu as une belle carrière et une vie vide. Les relations demandent du temps, de la présence, de l'attention, de la vulnérabilité. Elles ne les entretiennent pas toutes seules, et elles ne se reconstruisent pas facilement une fois négligées. Investis dans tes relations, comme tu investis dans ton business. Planifie du temps avec les gens que tu aimes. Sois vraiment présent quand tu es avec eux. Exprime ta gratitude. Sois là dans les moments difficiles. L'amour de soi comme prérequis. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas aimer authentiquement les autres
Si on ne s'aime pas soi-même, et l'amour de soi ne signifie pas l'arrogance ou l'ego boursouflé. Et l'amour de soi, c'est traiter avec soin, avec respect, avec gentillesse la personne que tu es. C'est te parler à toi-même comme tu parlerais à un ami cher. Beaucoup de personnes ont une voix intérieure extraordinairement cruelle. Tu es nul. Tu as encore échoué. Tu ne mérites pas. Essaie ceci. La prochaine fois que tu te parles durement, demande-toi, est-ce que je dirais ça à mon meilleur ami? Si la réponse est non, pourquoi tu te le dis à toi-même? L'autocompassion n'est pas de la faiblesse. C'est le fondement de la vraie force. Penser au-delà de toi-même. Il y a une question que je t'invite à te poser régulièrement. Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'on dira de toi? Pas en termes d'argent laissé, pas en termes de titre professionnel. Mais quel genre de parent as-tu été? Quel genre d'ami? Qu'est-ce que tu as construit qui perdurera? Cette question, posée par lucidité et non par morbidité, peut illuminer tes priorités comme peu d'autres choses. Soudain, tu réalises ce qui compte vraiment. Et tu réalises peut-être aussi que ce sur quoi tu passes le plus de temps n'est pas ce qui comptera le plus. La contribution comme source de sens, la psychologie positive, notamment les travaux de Martin Seligman, identifient la contribution comme un des piliers fondamentaux du bien-être humain durable. On a besoin de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi. Ce besoin de contribution est universel. Il transcende les cultures, les religions, les générations. On le retrouve dans le bénévolat, dans l'art, dans la transmission du savoir, dans l'entrepreneuriat social, dans la parentalité. La vraie motivation, celle qui dure, celle qui brûle même quand les circonstances sont difficiles, elle vient du sens, du sentiment que ce que tu fais a de l'importance, que tu contribues à rendre le monde un peu meilleur. Voici les 10 principes que j'aurais aimé connaître plus tôt. 10 vérités qui, si tu les intègres vraiment, peuvent tout transformer. Principium, L-Action. Crée la motivation. Et n'attends pas d'avoir envie. Commence. Élan viendra en route. Le premier pas est toujours le plus difficile. Fais-le quand même. Principe 2. Tu es ce que tu répètes, pas ce que tu penses être, ce que tu fais chaque jour. Tes habitudes quotidiennes sont ton identité réelle. Change tes habitudes. Change qui tu es. Principe 3. L'inconfort. Fais la monnaie de la croissance. Tout, ce que tu veux est de l'autre, côté de la peur et de l'inconfort. Si tu choisis toujours la facilité, tu stagnes. Si tu choisis régulièrement l'inconfort intentionnel, tu grandis. Principe 4. Tu ne contrôles que tes réponses. Les événements extérieurs sont souvent hors de ton contrôle. Mais ta réponse est toujours ton choix. C'est là que réside ton vrai pouvoir. Principe 5. Ce que tu mesures, tu l'améliores. Suis tes habitudes. Note tes progrès. Mesure ce qui compte. Ce qui n'est pas mesuré tend à se perdre dans le flou. Principe 6. La clarté avant l'action. Avant de t'engager à fond dans une direction, prends le temps de t'assurer que c'est la bonne. 1 heure de réflexion peut économiser des mois d'efforts dans la mauvaise direction. Principe 7. Cherche les asymétries. Certaines actions ont des retours sur investissement massif. Lire 1 heure par jour. Méditer 10 minutes. Faire du sport 30 minutes. Ces habitudes coûtent peu mais apportent énormément. Principe 8. La gratitude est un super pouvoir. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, plus résistantes, plus connectées. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est une recalibration du regard. Principe 9. Le repos est productif. Travailler sans relâche n'est pas une vertu, c'est une erreur. Le cerveau a besoin de repos pour consolider les apprentissages, pour être créatif. Le sommeil et les loisirs ne sont pas du temps perdu, ce sont des investissements. Principe 10. Commence maintenant, pas demain, pas lundi, pas le 1er janvier. Maintenant, avec ce que tu as, là où tu es, la perfection ne démarrera jamais. Le progrès, lui, peut commencer immédiatement. La routine quotidienne du guerrier. Voici une routine que tu peux adapter à ta vie, à tes contraintes, à tes objectifs. Ce n'est pas un programme parfait, c'est un point de départ. L'idéal est l'ennemi du bien. Le matin, 45 à 60 minutes avant le reste de la journée. Se lever sans regarder son téléphone. Boire un grand verre d'eau. 5 à 10 minutes de mouvement. 5 à 10 minutes de méditation ou respiration consciente. 10 à 15 minutes de journal. Gratitude, intention. 20 à 30 minutes de lecture un livre nourrissant.
La journée. Identifiez 1 à 3 priorités absolues. Bloquez des créneaux de travail profond, minimum. 90 minutes sans interruption. Faire des pauses actives. Limiter les réseaux sociaux et les emails à des plages définies. Le soir, débriefer sa journée en 5 minutes dans son journal. Préparer la journée du lendemain. Couper les écrans 1 heure avant de dormir. Se coucher à heure fixe. Cette routine N est pas un carcan. C est une armure. Elle te protège du chaos. Elle t'assure que, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu avances chaque jour vers qui tu veux être. Tes 3 défis pour cette semaine. Ne pars pas de cette vidéo sans te donner 3 défis concrets pour cette semaine. Passe 10, pas 20, 3. Parce que le focus est une forme de puissance. Défi 1. Identifie le domaine de ta vie dans lequel tu es le moins satisfait. Juste 1. Et définis une seule action concrète que tu peux faire cette semaine pour elle améliorer. Défi 2. Identifie le ennemi intérieur qui te freine le plus. La procrastination, la comparaison, le perfectionnisme, et engage-toi à le reconnaître chaque fois qu'il apparaît cette semaine, sans te juger, juste pour en prendre conscience. Défi 3. Crée une micro-habitude, une seule. Quelque chose de tellement petit que tu ne peux pas échouer. Et fais-le chaque jour pendant 7 jours. Juste 7 jours. Et note dans un cahier que tu l'as fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Et j'y espère que quelque chose a bougé en toi. Je ne veux pas que tu sortes d'Eating Baked ici en te disant C était inspirant pour retourner exactement à la même vie. Quelle inspiration sans action N est que du divertissement coûteux. Je veux que tu sortes d'ici avec une question qui brûle, une décision qui démange, un premier pas qui s'impose. Parce que voilà la vérité ultime sur la motivation. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas des vidéos YouTube, des livres, des discours. Elle vient de l'intérieur. Elle vient du moment où tu décides, vraiment décides, que tu en as assez de la vie que tu as et que tu veux celle que tu mérites. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Personne, pas ta famille, pas tes amis, pas moi. Toi. Maintenant, posons-nous la question la plus importante de toute cette vidéo. Regarde-toi dans les yeux ou intérieurement et demande-toi sincèrement, dans un an, jour pour jour, si je continue à vivre comme je vis aujourd'hui, est-ce que ma vie aura changé? Si la réponse est non, alors quelque chose doit changer. Et ce quelque chose commence maintenant. Il y aura des jours où tu te lèveras sans énergie, des jours où tu doutes, des jours où tout semble vouloir te faire capituler. C'est normal, c'est humain. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas fait pour ça. C'est un signe que tu es sur le chemin. Les champions tombent. Les artistes ont des pannes. Les entrepreneurs échouent. Les parents font des erreurs. Ce qui les distingue, ce n'est pas qu'ils ne tombent pas. C'est qu'ils se relèvent. Toujours. Je te laisse avec ces mots d'Épictète, philosophe stoïcien, qui a commencé sa vie comme esclave et est devenu, un des philosophes les plus influents de l'histoire. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras en paix. La vie ne sera pas parfaite. Elle ne l'a jamais été. Elle ne l'est pour personne, mais elle peut être tienne, vraiment tienne, belle, profonde, alignée, intentionnelle, pleine, et elle commence maintenant.